à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à la base je voulais faire un update lecture une fois par mois, donc en fin de mois pour faire un retour sur toutes les lectures que j'ai pu avoir. Et donc finalement pour le mois d'octobre j'ai décidé de vous en faire un aujourd'hui et de faire la fin la semaine prochaine, sinon les vidéos vont être vraiment beaucoup trop longues. On va pas blablater plus que ça et on va commencer directement. Pour commencer le mois d'octobre, donc je rappelle, je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Et donc pour la catégorie où il faut prendre un post-apocalyptique, j'ai choisi de lire Le Syndrome Noah de Michael Fenris aux éditions Prisma. Donc premièrement, la couverture est très belle puisque c'est un tigre blanc et j'ai j'ai une passion pour les tigres blancs et donc il me tentait vraiment bien. L'histoire commence avec Noah qui va se retrouver très vite dans un monde où tous les humains ont été vaporisés. Donc il se retrouve seul et on va, dans toute la première partie du livre, on va suivre ses réactions face à la découverte du fait que ce soit le seul humain sur Terre. Enfin, pour l'instant, il se rend compte qu'il n'y a plus personne dans la ville, donc il se doute que ça doit être sans doute lui le seul humain sur Terre. Donc comment il va comprendre ce qui lui arrive, comment il va réagir face à ça. Donc je ne vous cache pas que ça a été très compliqué pour moi ce début d'histoire. Premièrement parce qu'en fait ça me faisait énormément penser à Autre Monde de Maxime Chatham, au niveau de la façon dont la fin du monde arrive, mais pas aussi bien. Et ça me faisait également penser à Je suis une légende, d'ailleurs l'auteur cite plusieurs fois Je suis une légende, donc ça me faisait penser à ça, mais encore pas aussi bien. Donc j'étais un peu frustrée, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Donc c'est tout, j'ai poursuivi, j'ai continué parce que bon, comme vous le savez, j'ai déjà arrêté une lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'avais pas envie de réitérer avec le syndrome Noah. Donc j'ai poursuivi, c'était très long à se mettre en place. Après, fort heureusement, on a d'autres personnages qui vont venir, il n'est pas complètement seul au monde, donc il va rencontrer d'autres personnages. Donc là on se dit que peut-être ça va commencer à être pas trop mal. Et bon, c'est un peu long, c'est pas... Enfin, j'ai trouvé ça long. Donc c'est tout, l'histoire se passe. On attend... on voit un tigre blanc sur la couverture. Donc moi je me disais, à un moment donné, forcément, il va y avoir des tigres. Au moins un tigre blanc. Donc j'attendais, c'était long à arriver. Finalement ça arrive et on pense qu'il va y avoir... Enfin, personnellement, moi j'attendais quelque chose qui n'est pas arrivé. Donc j'ai été un peu déçue là-dessus aussi. Donc c'est tout, on trouve des personnages qui sont vraiment pas terribles dans l'histoire. Et donc je sais pas si c'est du spoil ou pas, je pense pas, mais du coup je préfère prévenir. Je n'ai pas du tout adhéré à ce livre parce que une fois qu'on est un peu dedans, ça part complètement sur du biblique. Donc en fait, le syndrome Noah, c'est pas vraiment Noah, mais c'est une réécriture de Noé, donc l'arche de Noé. En gros, voilà. Moi, ça m'a posé problème, c'est pas une thématique qui me plaît du tout. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'aurais peut-être dû, et encore, je trouve que le titre, il permet pas de penser que ça va être ça. Le pitch derrière, pareil, il nous permet pas de savoir ça, et donc c'était vraiment difficile. Je l'ai terminé. J'ai été heureuse de le terminer, mais je peux pas dire que c'était une bonne lecture. J'ai trouvé cette approche biblique, en plus, vraiment comme si c'était... Enfin, l'auteur, il nous dit « Non mais regarde, c'est vraiment comme dans la Bible, hein. Surtout les noms des personnages, ce qui se passe et tout, c'est vraiment comme dans la Bible. » Du coup, j'ai trouvé ça vraiment trop. Moi, comme j'ai dit, c'est pas du tout une thématique qui m'intéresse, donc du coup j'ai un peu freiné des cas de fer. J'ai essayé de quand même accélérer ma lecture pour pouvoir passer à autre chose. Donc pour moi ça ne l'a pas fait du tout. Je suis désolée, j'ai vu des avis très très positifs sur internet. Je peux comprendre qu'on aime bien, mais en même temps, si c'est pas une thématique qui nous plaît, ça devient vite très très lourd et très fatigant. En plus,
Dedans, il y a beaucoup, alors je sais pas si c'est cette édition-là ou si c'est mon livre en particulier, mais il y a beaucoup de coquilles, beaucoup de moments, vous savez, où on se rend compte que la phrase qu'on veut écrire, on veut pas la tourner dans un sens là. Donc on réécrit, ensuite on retire la phrase d'avant, sauf que les deux bouts se chevauchent, on oublie de retirer quelques mots et du coup la phrase elle veut plus rien dire, ce qui fait que ça coupe la lecture parce qu'on se dit attends, il y a quelque chose qui va pas là. Donc on relit, ça coupe la lecture. Déjà que c'est pas forcément évident, enfin moi j'ai pas trouvé évident pour moi de me mettre dedans. Du coup ça coupe la lecture. Également des... Non, pas des, c'est arrivé une fois, mais une erreur de prénom. L'auteur se trompe de prénom pour ses personnages. Et là on se dit, mais... Bon ça arrive au tout début, mais je sais pas, j'écris pas, je suis pas auteur, donc je ne sais pas, mais à un moment donné, je pense que il faut se relire, faut se faire relire et on peut pas laisser passer ça. Enfin, moi je ne comprends pas qu'on puisse laisser passer une coquille pareille. On peut pas se tromper de prénom dans un personnage. C'est pas possible. Ça, des petites erreurs de syntaxe, flacon au lieu de flocon. Vous allez me dire, c'est pas très gênant. Certes, c'est pas très gênant, mais je suis désolée pour un livre. Moi, ça me gêne qu'il y ait autant de coquilles, des choses qui sautent aux yeux comme ça. C'est pas normal qu'on en trouve encore. Normalement, les livres, avant d'être publiés, ils sont relus. Et ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus souvent sur les livres. C'est qu'on a des coquilles, on a des choses qui ne devraient pas être laissées passer et qui, pour le coup, elles sont dans les livres. Et donc, désolée, c'est un peu lourd. Et pour le coup, c'est gênant. Moi, ça me gêne, ça me fait sortir de ma lecture. Donc, quand c'est une lecture vraiment palpitante, je peux laisser passer. Mais quand on a déjà du mal à rentrer dedans et qu'en plus on est sorti de l'histoire par des petites choses comme ça, voilà, je suis désolée, mais c'est pas possible pour moi. Donc, au final, je ne vous recommande pas le syndrome Noah. Essayez si c'est une thématique qui vous plaît, mais en tout cas, pour moi, c'est un non. Voilà. Ensuite, j'avais emprunté à la médiathèque depuis assez longtemps La Faucheuse. Enfin, c'est même pire que ça. Donc depuis un certain temps, j'avais réservé le tome 1 de La Faucheuse à la médiathèque. Donc depuis à peu près début août. Et j'ai réussi à le récupérer mi-septembre. Donc je m'étais dit, maintenant que tu l'as, avec le temps que tu as attendu pour le récupérer, même si tu sais pas exactement de quoi ça parle, il y a de fortes chances que ça rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, lis-le. Donc je l'avais en ma possession. Et après le syndrome Noah, je me suis dit, essaye de lire quelque chose, une valeur sûre, quelque chose que tu es sûr d'adorer. Mais en même temps, j'avais La Faucheuse, il fallait absolument que je le rende à la médiathèque pour les vacances. Je ne me voyais pas lire autre chose, il fallait vraiment que je lise ça. Et en fait, le problème de La Faucheuse, c'est que le résumé derrière, il ne nous aide pas à savoir de quoi ça parle. C'est les commandements des faucheurs, mais ça ne nous aide pas à savoir dans quel monde on vit, dans quelle est la trame de fond. Donc du coup, j'en ai un petit peu parlé à ma mère qui m'a très gentiment fait un bon résumé de l'histoire et ça m'a donné vraiment très envie de le lire. Du coup, je me suis lancée en rentrant. Donc, pour vous faire un petit résumé, donc on est dans le futur, hein, c'est dans notre monde actuel, mais dans le futur, la mort a complètement été éradiquée. Les gens ne meurent plus de maladie, ne meurent plus de vieillesse. Si on a un accident et qu'on décède, on va à l'hôpital et l'hôpital nous ressuscite, entre guillemets. Donc la mort n'existe plus du tout. Il y a possibilité, une fois qu'on arrive à atteindre un âge très avancé, alors je sais plus exactement c'est quoi le terme, mais de se réinitialiser, entre guillemets, à un âge plus jeune, et donc de reprendre le cours de sa vie. Donc on a toujours ses souvenirs, on a toujours tout ce qu'on a vécu, mais dans un corps qui est plus jeune. Donc ce qui fait que des fois on a des situations un peu complexes puisque une mère de famille peut du coup être plus jeune que ses enfants si elle a décidé de recommencer un cycle. Mais donc du coup, comme la mort est éradiquée mais que les gens continuent de se reproduire,
on arrive très vite à un souci, la surpopulation. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui meurent, c'est obligatoire. Et donc du coup, c'est pour ça que la communauté des faucheurs a été créée. Donc les faucheurs, leur rôle, c'est de diminuer la population de façon totalement aléatoire. C'est à peu près l'histoire de base. On va suivre deux apprentis faucheurs qui vont être recrutés par Maître Faraday. Donc il va les recruter et donc on sait dès le début qu'il y a la place que pour un seul faucheur ou une seule faucheuse. Et donc les deux apprentis, ils savent directement qu'à la fin de leur année d'apprentissage, ils vont passer un test. Et ce test va déterminer lequel des deux sera choisi pour être faucheur. Et du coup, celui qui n'aura pas validé son examen, il repartira dans la vie qu'il a laissée, entre guillemets. C'est à peu près tout. J'ai pas envie d'en dire plus. Je pense que c'est à peu près ce qu'il faut savoir pour pouvoir se lancer dedans. Alors, je l'ai commencé en fin de période. Donc le boulot, ça prenait beaucoup de temps. J'avais pas le temps de beaucoup lire le soir. J'étais fatiguée. Donc j'ai vraiment lu ce tome de façon très épisodique. J'ai pas pu me manger 100 pages d'un coup. Je pense que c'est pour ça que, entre guillemets, mon avis est un peu en dessous de ce que j'aurais pu... de l'avis que j'aurais pu avoir si j'avais pu le lire quasiment tout d'une traite. Mais je pense que c'est un très bon livre. C'est bien écrit. Peu importe l'âge qu'on a, je pense qu'on s'y retrouve. Il est classé en jeunesse et je pense qu'effectivement, quand on est plus jeune, on peut totalement adhérer, à cette histoire. Quand on est plus âgé, le style ne nous gêne pas du tout. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. Et je pense que je lirai le tome 2 avec plaisir, mais que j'attendrai les vacances pour pouvoir pleinement me mettre dedans. Vraiment, ça fait réfléchir sur la question de la mort. L'être humain, au final, est-ce qu'il reste un être humain s'il n'a plus la possibilité de mourir, si tout ce qu'il fait dans sa vie, il n'y a plus la menace de la mort qui plane? Certes, même si c'est quelque chose qu'on n'y pense pas tous les jours et à toutes les heures, toutes les minutes de notre vie, à la mort, mais c'est quelque chose quand même qu'on sait qui peut nous arriver. Notre condition de mortel, c'est quand même quelque chose qui fait que la vie, c'est si bien. Le fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est ça qui fait qu'on vit pleinement. Et du coup, ça fait vraiment réfléchir là-dessus. Ça fait vraiment réfléchir à est-ce que les faucheuses, on peut les considérer comme des meurtrières ou pas, puisqu'elles ont le droit de le faire et elles le font que sous certaines règles et certaines conditions. Ça fait vraiment réfléchir à tout ça, c'est vraiment agréable, les personnages sont attachants. Moi, alors peut-être que c'est parce que j'étais pas à fond dans l'histoire quand je l'ai lu, mais moi personnellement, il y a plusieurs choses que j'ai pas vu venir du tout. Et du coup, j'ai trouvé ça trop génial. Et c'est vrai que la fin, je l'ai lu beaucoup plus vite parce que je me suis dit, quand même, ça donne envie de savoir la suite, ça donne envie de se mettre à fond dedans. Donc je peux que vous le conseiller. Je vous avoue que j'avais vraiment peur d'être déçue. On en entend tellement de bien, on dit tellement que c'est trop bien. Donc mon avis, c'est que effectivement, c'est vraiment un très très bon roman. Je conseille de le lire, à un moment donné où on a vraiment le temps de le lire, parce que quand c'est trop morcelé, je pense qu'on ne l'apprécie pas autant que ça. Donc voilà, je vous conseille chaudement La Faucheuse. C'était vraiment une très très bonne lecture. Le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Sauveur et Fils, donc le tome 5 de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des Loisirs. Donc pour un très très rapide résumé, Sauveur, c'est un psychologue qui est d'origine antillaise, qui vit avec son fils Lazare. Et donc on va suivre en fait les entretiens de Sauveur avec ses patients. On va suivre sa relation avec son fils. Ensuite on va avoir plusieurs personnages qui vont venir se greffer à leur vie. Donc pareil, on va suivre leur vie, on va suivre les interactions qu'il y a entre Sauveur et Lazare et les autres personnes.
On va suivre également l'adoption des hamsters et ce que ça va engendrer et pour la vie personnelle et pour la vie professionnelle. Donc en gros, c'est à peu près ça l'histoire de base. Dans ce tome 5, vraiment, je savais que j'allais aimer et c'est le cas. Peut-être un tout petit peu moins que les autres. Après, je l'ai trouvé plus un peu... Bon, je l'ai trouvé très drôle, comme les autres. Mais il y avait aussi des moments un petit peu plus mélancoliques, un petit peu plus tristes. J'ai eu quelques fois les larmes aux yeux. On en parlait ce week-end avec ma mère, mais Sauveur et Fils, c'est vraiment une saga dont on a envie de savoir la suite, mais qui ne nous frustre pas quand on ne l'a pas. Quand elle arrive, on est heureux de la voir, on est heureux de retrouver ces personnages. C'est un petit peu comme retrouver des membres de sa famille ou des amis qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. Et on est heureux de les retrouver. Et on a un petit pincement au cœur de les laisser, mais on sait qu'on les reverra plus tard. Et du coup, ça pose pas vraiment de problème. Donc voilà, au final, je peux que vous conseiller cette saga. Si vous n'avez pas encore lu le tome 5, allez-y. Franchement, il est très très bien. Comme je dis, un tout petit peu plus triste que les précédents, mais on rigole quand même toujours autant. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Les personnages se sont beaucoup développés et ont beaucoup mûri. Donc c'est vrai que c'est agréable de les voir grandir. Si vous n'avez pas commencé cette saga, je vous la recommande vraiment chaudement. C'est vraiment une saga qui est vraiment drôle, toute douce, pas prise de tête. Elle se lit super vite. Enfin, les tomes sont... Bon, comme vous voyez, c'est écrit gros, il y a des grosses marques. Les pages sont très épaisses, donc vraiment ça se lit super facilement. C'est un bon moment et voilà. Donc au final, cette update va se terminer ici. Ça me tenait vraiment à cœur de séparer cette update en deux, en espérant, je croise les doigts, en espérant que j'arrive à finir les 3 livres que j'ai prévu de lire avant mercredi de la semaine prochaine. Donc vous verrez bien la semaine prochaine si j'ai réussi à tenir mes engagements ou pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!